Les jeux vidéo, c'est quand même vachement bien. Ça paraît bête dit comme ça, mais il y a quelques années, ce n'était pas si évident de s'assumer gamer. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. Depuis, les mentalités ont changé. Les joueurs et joueuses sont partout et les jeux sont devenus toujours plus beaux, toujours plus grands, toujours plus envoûtants. Et ça, l'industrie l'a bien compris. Regardez, là on est en décembre 2023 au Game Awards. Good evening everyone and welcome to the Game Awards. C'est l'équivalent des Oscars mais pour le jeu vidéo. Sur scène, l'homme tout sourire, c'est Jeff Keighley, créateur de l'événement, ancien journaliste et marketeur le plus connu de l'industrie. Là on le voit super content en 2023, super content en 2022, super content en 2021, 2020, 2019, 2018. Et là en 2012 avec des paquets de Doritos, mais ça c'est une autre histoire. Revenons à 2023, parce qu'il a bien raison d'être super content, Jeff Keighley. L'année a été absolument exceptionnelle pour le jeu vidéo, avec des titres comme Alan Wake 2, Zelda Tears of the Kingdom, Spider-Man 2, Hogwarts Legacy, ou encore Baldur's Gate 3. qui vient justement de gagner le prestigieux titre de GOTY, Game of the Year. Thank you so much. Le jeu vidéo dans le monde en 2023, c'est 184 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Un chiffre qui dépasse de très très loin les 34 milliards du cinéma ou encore les 28 milliards de la musique. Bon, vous l'avez compris, le jeu vidéo c'est une véritable machine à cash. Alors c'est bien normal que tous ces gens soient heureux. Sauf que... En 2023, l'industrie a subi l'une des plus grosses vagues de licenciements de son histoire. Plus de 10 000 personnes ont perdu leur emploi. En 2022, ils étaient déjà 8 000, et en 2024, à l'heure où l'on écrit ces lignes, on compte presque 13 000 licenciements depuis janvier. Cela concerne tous les studios. Vous vous souvenez du génial Spider-Man 2, le jeu qui s'est écoulé à 10 millions d'exemplaires en quelques mois ? Eh bien, ça n'a pas empêché la maison mère Sony de virer des gens de Insomniac, le studio qui a développé le jeu. Riot Games, l'éditeur du très populaire League of Legends, 530 personnes licenciées, 11% de la masse salariale. Epic Games, le géant qui possède Fortnite, le jeu en ligne le plus joué au monde, 830 emplois supprimés, 16% des effectifs. Et à cette trop longue liste, on peut ajouter globalement tout le monde. Des éditeurs géants, des structures européennes, américaines, des constructeurs et tout un tas de studios plus modestes. Mais alors comment ? Comment une industrie aussi lucrative, aussi prolifique, aussi passionnée semble d'un côté vivre le grand amour financier et de l'autre écrémer un à un ceux qui créent au quotidien nos jeux vidéo favoris ? C'est la grande question à laquelle on a voulu répondre. On a demandé à des employés, oui bonjour, des petits patrons, des plus gros patrons, des experts et bien sûr des ex-employés, est-ce que l'industrie du jeu vidéo ne serait pas arrivée à un game over ? Avant de comprendre pourquoi et comment on en est arrivé là, il faut revenir un peu en arrière. Un tout petit peu seulement. À une époque pas si lointaine quand on était coincé chez nous. Nous sommes en confinement quasi total, les rues sont désertes ou presque, les déplacements limités et très encadrés. Et pendant le confinement, qu'est-ce qu'on faisait ? Eh bah, on jouait aux jeux vidéo. Donc moi je suis journaliste jeux vidéo dans un des sites historiques français Gamecult à l'époque de l'explosion du Covid. Et je crois que mon premier souvenir de ça, c'est de voir l'explosion de nos chiffres sur tout ce qui est consultation de tests, consultation de news, de preview, de machin, etc. Ouais, c'était vraiment une période intéressante de ce point de vue-là parce que non seulement on voyait plus de gens jouer, mais on voyait aussi le traitement médiatique évoluer. D'un coup, le jeu vidéo, ça devenait cette espèce de remède miracle à l'isolement, ce truc qui permettait en fait de maintenir un lien social et de maintenir une certaine forme de bien-être. Le jeu vidéo devient la meilleure manière d'utiliser tout ce temps libre. Si ce n'est pas vous-même, vous connaissez forcément quelqu'un qui a craqué toutes ses clochettes dans une Switch pour ensuite rembourser son prêt à Tom Nook dans Animal Crossing. C'est mon premier Animal Crossing, et pourtant je trempe dans le jeu vidéo depuis, voilà. Mais à un moment, il y a aussi un effet d'entraînement, quoi. Tu t'y retrouves, tu te montres des fringues, des choses que tu peux plus du tout faire dehors, que je fais d'ailleurs pas dans mon temps libre d'habitude. Ouais, Animal Crossing New Horizons, c'est le carton du confinement. Sorti en mars 2020, le jeu de Nintendo va s'arracher à 13,4 millions d'unités dans le monde en seulement 6 semaines. Un carton. D'ailleurs, il y a même un couple qui s'est marié dans le jeu, à défaut de pouvoir le faire en vrai.
Certains allument une Switch pour la première fois, les petits joueurs du dimanche deviennent de vrais geeks, et les gros joueurs sont au paradis globalement. On a vu un temps hebdomadaire de jeux vidéo, nous on le suit au CEL, qui est passé à 9h50 par semaine pour donner des chiffres. Le CEL, c'est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, celui qui regroupe tous les géants de l'industrie en France. Et en effet, ils seront là pour nous donner des chiffres. D'ailleurs, autre chiffre. Selon une étude américaine, durant le confinement, le temps passé devant les jeux vidéo a augmenté de 39% dans le monde. Avec l'apparition de nouveaux joueurs et joueuses de part et d'autre du globe, l'industrie a profité d'un boom financier énorme. À tel point que le chiffre d'affaires global dans le jeu vidéo a explosé de 26% entre 2019 et 2021. Nintendo a par exemple signé les meilleurs résultats de toute son histoire en 2020, avec un bénéfice net de 3,7 milliards d'euros, ce qui fait un sacré paquet de pièces pour Mario. Les chiffres de l'industrie et de consommation faisaient rêver les investisseurs et donc on a eu énormément d'investisseurs généralistes qui ne connaissaient pas forcément l'industrie du gaming, qui se sont emparés de ce sujet-là et qui ont investi dans des studios. Le SNJV, Syndicat National du Jeu Vidéo, c'est l'organisme qui regroupe tous les studios français qui développent des jeux vidéo. Et en parlant d'eux, on est aussi allé voir un petit patron de studio. Tous les indicateurs d'absolument toutes les autres industries du monde sont en baisse. Le seul qui pointe vers le haut, c'est le jeu vidéo. Et là, du coup, toutes les personnes qui ont de l'argent se disent on va le mettre là. Avec des projections de croissance délirantes, les investissements ont explosé durant la même période. On estime qu'environ 115 milliards de dollars ont été injectés dans le business du jeu vidéo entre 2020 et 2022. Pendant le Covid, il y a eu le prêt garanti par l'État, tu vois, le PGE là. Et moi, la première réaction de mon comptable, son premier réflexe, c'est « Allez, c'est parti, on en fait un ». Je lui dis « Mais pourquoi faire ? En fait, on a un publisher là qui couvre absolument tout ce qu'on est en train de faire. On n'a pas besoin d'argent en plus. Pourquoi on irait ? Mais parce que c'est du 0%, c'est garanti et tout, et au pire, tu le rends à la fin. » En fait, ça a été la réaction de beaucoup de gens. Cet argent est disponible, on y va. Donc, d'un côté, de nouveaux investisseurs injectent de grandes quantités d'argent dans les studios. Et de l'autre, les géants du jeu vidéo commencent une course au rachat et autres fusions d'entreprises, dont certaines ont fait grand bruit. C'est le cas de l'acquisition du groupe ZeniMax par Microsoft en septembre 2020 pour 7,5 milliards de dollars. Un deal qui comprenait entre autres le studio Bethesda avec les licences The Elder Scrolls et Fallout, ou encore id Software, le studio derrière la mythique franchise Doom. Le rachat de ZeniMax Bethesda par Microsoft, je me souviens que j'ai passé une demi-journée à faire les 100 pas dans la rédaction en disant « mais on est où ? Mais on est où ? Mais on est où ?» Parce que normalement, c'est pas des choses qu'on voyait. Normalement, tu n'achetais pas d'éditeur. T'achètes un développeur, t'achètes un studio, t'achètes une proposition, t'achètes un truc, mais t'achètes pas directement un catalogue. Stop, petit point lexique. Le petit lexique du jeu vidéo. Le développeur, c'est le studio qui crée le jeu. L'éditeur, c'est celui qui va distribuer, vendre le jeu vidéo dans le commerce et assurer son marketing. Des fois, les studios ont des contrats avec des éditeurs, d'autres fois, les studios appartiennent directement à l'éditeur. Donc, Microsoft, c'est un gros éditeur qui a racheté un autre énorme éditeur qui avait lui-même des studios de développement et des licences. Forcément, au moment des rachats, on entend toutes sortes de mots-clés, vraiment le jargon classique du PDG qui va parler de synergie, de forces qui vont enfin s'allier, du fait d'avoir racheté un petit bijou dont il veut préserver la force et dont il veut pas voir la richesse s'étioler au fil des années. Et tu sais très bien que, c'est une histoire qui s'est suffisamment répétée pour qu'on commence à se dire ok, ça sent mauvais, parce que des mois plus tard, il y a des postes redondants, il va falloir faire des coupes, donc des coupes budgétaires. La même année, la société chinoise Tencent a investi dans près de 31 entreprises, faisant entre autres l'acquisition des développeurs de Warframe ou prenant des parts dans le capital du studio japonais From Software, ceux-là même qui vous ont torturé durant des heures sur Elden Ring ou Dark Souls. Même si on connaît peu Tencent chez nous, c'est pourtant devenu la plus grosse entreprise du jeu vidéo au monde, avec une influence colossale dans le milieu, possédant par exemple 40% de Epic Games ou même l'entièreté de Riot Games. À côté de ça, ils ont 6% chez Electronic Arts, 7% chez Nintendo. Les accélérations de prise de capitaux sont quasiment annuelles désormais. Et cette course effrénée au rachat va atteindre des proportions délirantes, avec au sommet l'acquisition par Microsoft, toujours eux, du groupe Activision Blizzard,
acté en octobre 2023 pour la coquette somme de 68,7 milliards de dollars. Donc ça reste quand même des chiffres qui sont assez hallucinants. Oui, c'est hallucinant. Et c'est évidemment un record dans le jeu vidéo. Une entreprise qui n'a pas du tout besoin de se faire racheter, qui motive des tarifs posés sur la table qui dépassent absolument l'entendement pour tout le monde. En même temps, Activision Blizzard, c'est déjà un géant du jeu vidéo. On parle de Call of Duty, World of Warcraft, mais aussi King, qui est l'éditeur d'un jeu mobile très populaire, Candy Crush. Et en plus, Activision Blizzard, à ce moment-là, en interne, va très mal, ou en tout cas dans sa culture d'entreprise, a été dénoncé de très très nombreuses fois. Et c'est un peu la question de pourquoi t'achètes un truc comme ça. Est-ce que c'est pour le nettoyer? Peu de chance. Est-ce que c'est pour en tirer le maximum? Voilà, plus de chance, effectivement. Mais attendez, là on est en 2022. Le jeu vidéo se porte pas si mal, non? Chez les grosses boîtes nord-américaines et britanniques, le recrutement dans le gaming prend 5%. Et en France, tenez-vous bien, c'est 40% d'offres d'emploi en plus de 2020 à 2021 selon la FJV. De manière générale, il y a les éditeurs et les développeurs traditionnels qui entrent en contact de nouveaux capitaux et qui se disent qu'un développement c'est bien, deux développements c'est mieux. Et effectivement, tu vois beaucoup plus d'embauches. À ce moment-là, les écoles de jeux vidéo démoulent du junior en disant « vous inquiétez pas, tout va bien se passer ». Le marché de la formation privée de jeux vidéo, il est extrêmement lucratif, ce qui fait qu'il y a des nouvelles formations jeux vidéo qui s'ouvrent partout. En France, on a eu une centaine de formations jeux vidéo en à peine 5 ans. Donc il faut voir ce truc-là, en fait, il y a beaucoup de gens qui arrivent dans le milieu du game dev, et c'est aussi des gens qui sont souvent peu expérimentés, jeunes, en début de parcours. J'en ai discuté avec plusieurs développeurs et plusieurs patrons de studio qui se doutaient en fait que ça allait pas durer, qui se disaient mais en fait ça embauche à tour de bras dans notre studio et en fait on va avoir des objectifs monstrueux qui vont être très difficiles à remplir en fait. Et on est comme, j'ai l'impression comme dans le reste du monde, sur une hallucination collective, hein, sur une espèce de pensée positive générale, merveilleuse, dans laquelle non, ce n'était pas juste la conséquence des gens qui étaient coincés chez eux, ce qui me semble pourtant être une explication très logique à la consommation de jeux vidéo. Vous aurez vécu 55 jours confinés. Quelle est la première chose que vous aurez envie de faire ? 2022. Le Covid commence progressivement à être derrière nous. Les gens ressortent, les terrasses se remplissent et donc, naturellement, on joue moins. En tout cas, moins souvent et on achète moins de jeux, moins de consoles. Mais avec seulement 5% de baisse de chiffre d'affaires, le secteur du jeu vidéo semble plutôt bien se porter en 2022. Enfin... Il y a eu une inquiétude, parce qu'on savait tous en fait en tant que game dev que le marché en fait il avait pas plus grossi que ça. Que le marché il avait juste eu une espèce de hausse temporaire qui allait ensuite se lisser. Fast forward 2 ans plus tard, avec ces mêmes personnes qui disent hey, il y a 2 ans on vous a filé 20 millions, il est où notre jeu ? On investit, on capitalise, le terme est terrible, sur des profils qui n'ont pas les compétences métiers. Et donc tu te retrouves avec des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans l'industrie du jeu vidéo, des personnes qui n'ont jamais tenu une manette en main et qui viennent dire aux devs comment on fait un jeu. Le seul truc que je rejette complètement sur ce que l'industrie du jeu vidéo vit depuis 4 ans, c'est cette idée selon laquelle c'est le marché. Pour moi, c'est toujours l'affaire d'une décision stratégique, d'une mauvaise perception des tendances, d'une envie de se lancer dans des choses à corps perdu parce qu'elles excitent les marchés à ce moment-là. Il y a une déconnexion claire en haut dans les grandes entreprises. Et oui, parce que c'est bien beau de se rêver comme le futur GTA, mais la première chose que les nouveaux investisseurs n'avaient pas anticipé, c'est que développer un jeu vidéo, ça peut coûter cher. Très cher. Certes, ce n'est pas nouveau, mais à mesure que les générations passent, que la technologie évolue et que le médium grandit, le coût de développement financier et humain des jeux vidéo grossit lui aussi de façon exponentielle, dans une industrie qui compterait aujourd'hui environ 330 000 travailleurs. Faire un jeu vidéo à gros budget, un AAA comme on les appelle, ça demande une armée. Mais pas une armée uniforme de soldats identiques. Un studio de jeux vidéo, c'est plusieurs dizaines de métiers différents. T'as des designers, t'as des programmeurs et des programmeuses, t'as des artistes et en fait c'est ce travail-là collaboratif qui va permettre la création du jeu vidéo. On peut être sur des cycles de développement qui sont longs, tu peux être sur 2-3 ans sur certains jeux tout de même, ce qui est assez long. On va faire un petit voyage.
direction Miami. Enfin non, Vice City. Sorti en 2002, GTA Vice City avait coûté 5 millions de dollars de développement. C'était le record pour son créateur Rockstar Games à l'époque. 11 ans plus tard, GTA V aura un budget estimé à 137 millions de dollars pour 5 années de production. Et en ce qui concerne le très attendu GTA 6 qui revient à Vice City justement, les premiers travaux auraient commencé il y a 10 ans et certains analystes estiment que son coût pourrait être au-dessus des 2 milliards de dollars. 2 milliards. Bon, évidemment, le cas GTA est un extrême du jeu vidéo, l'une de ses licences les plus fortes, et pas forcément la plus représentative de l'industrie. Mais son énorme succès en fait aussi un des modèles les plus enviés par les investisseurs. Quand tu annonces les chiffres de GTA, quand tu expliques aux gens combien ça coûte de faire GTA, combien de personnes travaillent sur GTA, combien de temps ils ont passé sur GTA, tout le monde hallucine. Et il y a peut-être un manque de transparence de notre côté, peut-être un manque d'explication, de présentation de trucs, ou peut-être que les gens s'en foutent tout simplement, et c'est tout à fait ok. Forcément, quand il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup de jeux vidéo. Pour s'en rendre compte, il suffit de jeter un coup d'œil à Steam. Steam. All the games you love. Rappelez-vous qu'à une époque, pour se procurer un nouveau jeu, il fallait aller en magasin et acheter son petit CD, voire sa cartouche pour les plus vieux d'entre nous. Mais aujourd'hui, Steam a changé le game, en devenant la plus grosse plateforme de jeux vidéo dématérialisée. Tout le monde peut mettre son jeu sur Steam et tout le monde peut y jouer sans bouger de chez soi. Du coup, sur l'année 2014, on comptait 1714 nouveaux jeux publiés sur la plateforme. Pour l'année 2020, quasiment 10 000, et en ce qui concerne 2023, c'est 14 405 titres qui ont débarqué sur Steam, auxquels il faut rajouter toutes les exclus consoles et mobiles. Est-ce qu'on a besoin d'autant de jeux ? Est-ce qu'on a besoin d'autant de devs ? Ce serait comme demander est-ce qu'on a besoin d'autant de musique, ou est-ce qu'on a besoin d'autant de peinture, ou est-ce qu'on a besoin d'autant de films ? La réponse est oui. Est-ce qu'on a besoin d'autant de peintres qui repeignent la Joconde case par case ? Disons que Fortnite sera la Joconde ici, et ensuite espère que les gens vont arrêter de regarder la Joconde et regarder leur tableau à la place ? Non. À un moment, même si t'es un gros gamer, ton temps est limité et tes ressources financières sont limitées. Et donc même ça pose des soucis parce que pour les petits studios, réussir à faire connaître ton jeu, ça devient extrêmement compliqué. Pendant des années, on a été peut-être trop dans un discours de « il faut de la diversité du jeu vidéo ». Je vais peut-être un peu choquer dans ce que je dis, mais il faut de la diversité du jeu vidéo. Mais ça, on a réussi. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a réussi. Quand il y a 14 000 jeux sur Steam, on a réussi. Ok, des dizaines de milliers de jeux, mais pour combien de joueurs ? On estime que le nombre de joueurs et joueuses dans le monde est passé de 2 milliards en 2015 à environ 3,32 milliards en 2024. Mais attention, il y a une autre réalité derrière ces énormes chiffres. D'ailleurs, c'est souvent ce genre de gros chiffres qu'on présente à ces fameux investisseurs dont on vous parlait plus tôt. Avec des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans l'industrie du jeu vidéo. Parce que dans ces 3,32 milliards de gamers, autant on trouvera ceux qui enchaînent 3 heures de League of Legends tous les soirs, mais on retrouvera aussi le profil de ma mère, qui joue juste à Scrabble sur son téléphone 20 minutes par semaine. Et j'adore ma mère, mais ce n'est pas elle qui sauvera l'industrie du jeu vidéo. Parce que si les joueurs et joueuses jouent quand même beaucoup aux jeux vidéo, ils ne jouent pas à beaucoup de jeux vidéo. En 2023, une étude estime que 80% du temps de jeu mondial PC et console a été consacré à seulement 66 titres précis en tout. Et dans les grands vainqueurs, il y a 5 jeux, 5 mastodontes de l'industrie, sortis il y a plus de 6 ans, qui regroupent à eux seuls 27% du temps de jeu mondial. 27% du jeu total mondial sont sur 5 jeux. Je peux te garantir qu'ils tournent aussi sur les consoles de la génération précédente, ça c'est certain. J'aurais cité Fortnite. Il doit y avoir Roblox. GTA Online n'est pas dans ce truc-là. League of Legends. Ah bah oui, League of Legends, c'est vrai, ouais. FIFA. Non, le plus vendu au monde. Bah Minecraft. Ah, Minecraft. Je vais pas vous mentir, on me l'a soufflé celle-là. C'est-à-dire que si quelqu'un lance un jeu sur son PC ou sa console aujourd'hui dans le monde, il y a une chance sur 4 que ce soit un de ces 5 jeux. Bah ouais, c'est des exemples assez particuliers parce qu'on est sur des jeux qui ont une grosse composante en ligne, des jeux services pour la plupart, qui ont un flux de contenu constant, donc qui du coup ont une espèce de rétention sur les joueurs. Pourquoi en effet développer plein de jeux quand vous pouvez n'en faire qu'un seul et le faire évoluer avec le temps ? C'est la stratégie utilisée par Epic Games, les créateurs de Fortnite. Et elle semble leur réussir.
Voilà la recette. Des mises à jour abondantes, des licences célèbres en veux-tu en voilà, des nouveaux concepts toutes les 2 semaines et même des concerts de superstars. Il y a des intentions de rétention, de concentrer l'attention et l'engagement des audiences. Il y a des pratiques qu'on pourrait catégoriser en fait de prédatrices sur l'engagement et la rétention des joueurs et des joueuses, ce qui fait que en fait on peut pas aller tester autre chose et on n'a pas le temps. Et c'est vrai qu'on n'a pas le temps. Et bien sûr, pour faire tourner tout ça, la cerise sur le gâteau, une pléthore de microtransactions. Ah oui, parce qu'on vous a pas dit, Fortnite c'est gratuit. C'est gratuit, mais on vous propose des petits achats, quelques euros par-ci pour un petit accessoire, et un peu plus pour une apparence virtuelle. C'est ce qu'on appelle un jeu-service. Et honnêtement, ça rapporte. En 2018, 1 an après la sortie de Fortnite, Epic Games cumule un bénéfice opérationnel de 2,8 milliards de dollars, soit plus que les profits nets de Electronic Arts, Take-Two Interactive et Activision Blizzard. Les profits en cumulé. Et 6 ans après sa sortie, Fortnite réunit encore 70 millions de joueurs actifs tous les mois. On va dire aux actionnaires, on va suivre ça à fond, on va y mettre tous nos moyens, mais ça va pas coûter trop cher. Donc où est-ce qu'on rabote ? J'ai l'impression qu'on est un peu là pour parler de ça. Ah oui, en septembre 2023, le géant américain s'est débarrassé de 16% de ses employés, soit 830 personnes mises à la porte. Tim Sweeney, PDG d'Epic Games et accessoirement première fortune mondiale du jeu vidéo, expliquait dans une lettre que malheureusement son optimisme de croire qu'il pouvait éviter de virer des gens avait été trop irréaliste et qu'il fallait désormais couper net dans les dépenses. En revanche, selon une enquête de l'Informé, cela n'aurait pas empêché Epic Games International, la filiale basée au Luxembourg, sûrement pour ses paysages, de verser 1 milliard de dollars de dividendes à sa maison mère américaine en 2023. Mais qu'importe la taille de votre entreprise, la puissance financière de votre maison mère ou le succès de vos jeux, la sanction peut tomber à tout moment. C'est vrai qu'on a l'impression qu'en fait l'industrie a aucun égard pour ses travailleurs, notamment en fait des travailleurs qui se sont mobilisés, qui ont travaillé dur et qui ont vraiment redoublé d'efforts pendant le Covid, justement pour essayer au maximum de faire en sorte que l'industrie elle tienne. Il y a un adage qui dit si tu fais un bon jeu, t'es viré, si tu fais un jeu qui marche pas, t'es viré, si ton jeu va sortir, tu peux être viré, si ton jeu est annulé, t'es viré aussi. Moi, ce qui m'a marqué en particulier, c'était la fermeture de Tango Gameworks, en vrai. Tango Gameworks, c'est un studio japonais qui a été racheté par Microsoft en 2020. Yep, c'est moi. Vous vous demandez sûrement comment je me suis retrouvé là. En janvier 2023, le studio balance par surprise le jeu Hi-Fi Rush, prenant tout le monde de court. C'est parti! Au total, le titre séduira plus de 3 millions de fans dans le monde et ira même chercher 5 nominations à nos fameux Game Awards 2023. And the Game Award goes to Hi-Fi Rush. Mais vous vous en doutez, il n'y a pas de happy ending. 1 an et demi après la sortie de Hi-Fi Rush, Microsoft ferme Tango Gameworks sans prévenir personne. Le jour de l'annonce publique, les 105 employés auraient reçu un mail de la part du responsable des Xbox Game Studios, qui leur explique que ces réductions d'effectifs sont dues à une redéfinition des priorités en matière de titres et de ressources. Ça m'a marqué parce que un jour après la fermeture du studio, t'as Matt Booty, donc le responsable jeu chez Xbox, qui tient un discours officiel pour expliquer que voilà, nous on va désormais se concentrer sur des petits jeux indés un peu originaux qui vont nous donner un certain succès d'estime et potentiellement des prix. Et c'est exactement ce qu'était Hi-Fi Rush pour eux. Ah oui d'ailleurs, finalement, en août dernier, Microsoft annonce avoir revendu Tango Gameworks à Krafton, qu'on connaît pour PUBG notamment. Mais les employés de Tango Gameworks, eux, étaient déjà partis depuis 2 mois. Et ce ne sont pas les seules victimes dans les effectifs de Microsoft. Au total, en 2024, le géant américain a licencié plus de 2500 personnes dans le monde, confirmant toutes les craintes des employés après les rachats massifs. Pour se revaloriser sur un marché financier, le licenciement, c'est une stratégie qui est connue et qui est étudiée depuis des années en fait en économie là-dessus. Tu licencies, tu sais que tu revalorises ton action. Mais bon, s'il n'y avait que Microsoft. On a eu un exemple très fort durant l'été avec un jeu qui s'appelle Concorde.
qui devait être effectivement le moment où Sony PlayStation crée son jeu service, donc qui pourra effectivement vous faire rester longtemps. Et si on essayait de faire un concurrent à Fortnite ou à Overwatch en 2024, et si ça va marcher parce qu'on est qui? Parce qu'on est nous. Pour un coût, accessoirement, s'il faut revenir aux trucs qui font mal, on parle d'un investissement de plus de 200 millions de dollars, ce qui est lunaire. Et 2 semaines après le lancement, ils ferment les serveurs. On ne se transforme pas en faiseur de jeux multijoueurs service à succès du jour au lendemain. On n'inflige pas ça à un studio non plus d'ailleurs. T'as eu des gens qui ont pris la décision, ok, ça va nous rapporter de l'argent, qui se sont pas posé la question, mais en fait, est-ce que le public a envie d'un deuxième Fortnite? Alors moi j'ai la réponse, il n'y a pas besoin d'être chercheur. La réponse est non. Et alors, d'autres exemples du même genre, il y en a une pelletée. On a cet exemple d'une graphiste qui travaillait sur des skins de League of Legends, qui se fait virer de son emploi à plein temps, pour ensuite, quelques heures après, être contactée par une boîte de sous-traitance pour faire le même travail. On peut aussi parler de Anissa Sanoussi. Pour fêter les 2 ans de la sortie du jeu Rollerdrome, la développeuse a carrément incité les gens à pirater le jeu. Et ben oui, comme le studio avait fermé l'année dernière, plus aucun développeur ne touche quoi que ce soit sur les ventes. Donc elle dit, piratez-le. On vous le disait plus tôt, ce phénomène a touché tout le monde. En France, on évoque souvent un droit du travail plus protecteur. Mais cela n'a pas empêché des branches françaises, où tout semblait aller pour le mieux, de procéder à ces mêmes dégraissages. Nous avons par exemple rencontré Sacha, qui nous a raconté son licenciement. Ça faisait presque 3 ans que je travaillais dans cette boîte. C'était purement du marketing, donc côté éditeur. On avait l'impression que c'était tout le temps un âge d'or, que tout allait toujours bien, que les ventes étaient toujours au top. J'avais eu des super belles promotions, on m'a fait miroiter beaucoup d'avantages, beaucoup d'opportunités. Et je me suis réveillée un matin, il était 9h15, et à 9h40, je reçois un email. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Et en gros, la suite, c'est pas besoin de se reconnecter demain, quoi. J'ai juste envoyé un message pour dire que je comprenais pas ce qui se passait. On m'a répondu pas besoin de te connecter au prochain meeting. Le temps d'appeler les collègues, de savoir ce qui se passe, de comprendre. Et bien en fait, tous mes accès avaient été coupés. Personne n'est au courant. Au niveau de ma hiérarchie, personne ne savait que j'allais recevoir cet email. Quelques semaines après, je devais faire des gros projets, faire beaucoup de voyages. Et non, tout ça s'arrête d'un coup. Comme si en fait j'étais licenciée pour faute grave, ce qui n'était absolument pas le cas. Hein. Mais on avait l'impression que j'avais la lèpre, quoi. On n'a rien vu venir, rien du tout. C'était la surprise absolue. Et oui, derrière ces chiffres impressionnants, 830 chez Epic, 900 chez Embracer, 2500 chez Microsoft, on a parfois du mal à visualiser que ce sont des gens, et qu'à force d'être les victimes de ces décisions managériales ou financières, le moral aussi en prend un coup. Pour s'en rendre compte, en juin dernier, on a été faire un tour à Lille, au Game Camp, un événement annuel qui rassemble les professionnels français du jeu vidéo. Ce n'est pas vraiment la Paris Games Week ou les Game Awards, mais ici, on y trouve les petites mains, qui trouvent du travail dans les studios, et les indépendants qui rencontrent leurs éditeurs pour leurs futurs jeux, enfin, normalement. Bon, on va pas se mentir, l'ambiance cette année n'était pas au beau fixe. On a un Game Camp un peu particulier cette année en termes d'état d'esprit, sachant que tout le monde est plus ou moins en crise, le secteur du jeu vidéo est en crise, et les discussions qui se font en ce moment, elles tournent beaucoup autour de la santé mentale, autour de comment les gens se sentent. C'est vraiment, on commence genre, ça va toi en ce moment et tout. Les créateurs, les développeurs, les artistes mettent leur trip, sacrifient beaucoup de choses pour créer du jeu vidéo, et à la fin, on est traité comme un produit, comme un scooter, comme un vélo, et c'est très dur, humainement parlant, c'est extrêmement difficile, ouais. Oui, il y a eu des moments où c'était un peu en mode pourquoi faire un jeu, parce que personne va y jouer, personne va en entendre parler, et que ça va être compliqué de juste continuer à gagner suffisamment pour pouvoir continuer à faire des jeux, quoi. Donc je suis passé par des années au RSA où c'était quand même assez compliqué. Donc heureusement qu'on a ça en France, quoi. Mais effectivement, en France, on est très protégé pour l'instant. Il y a le droit du travail de manière générale par rapport à d'autres pays qui est assez enviable. La création du jeu vidéo en France est assez privilégiée. Ah oui, le CIJV, le crédit d'impôt jeux vidéo. Ça, c'est un truc très important en France. C'est un dispositif d'exonération fiscale qui a été créé en 2008.
On a ce dispositif-là qui est vraiment la colonne vertébrale en fait, et le dispositif qui a vraiment permis d'accélérer la compétitivité des entreprises et de créer et sauvegarder des emplois en France. Pour ceux qui connaissent pas, 30% du coût de votre production d'un jeu vidéo, vous allez pouvoir l'écraser grâce à ce crédit d'impôt jeu vidéo. Et ça, c'est totalement vital au moment où on est dans un creux pour l'industrie. Et donc là, il y a le budget qui est en train d'être discuté à l'Assemblée. Tout le secteur est mobilisé pour le crédit d'impôt jeu vidéo parce que pour le coup, ça serait dramatique. C'est-à-dire que sur les 15 000 emplois du jeu vidéo, et là, on peut faire un peu de dramaturgie, il y aurait facilement la moitié des emplois en France. Donc on aura un plan de licenciement de 5 à 7 000 emplois supprimés dans l'année qui suivrait la suppression du crédit d'impôt jeux vidéo. Tout simplement parce que les boîtes iraient créer des emplois en Amérique du Nord, au Canada ou en Asie. À cela s'ajoute tout un tas de controverses qui structurent l'industrie du jeu vidéo, sur le sexisme, le harcèlement, toutes les controverses sur les contenus. Et forcément, toi tu passes, en tant que dev, tu passes ta journée à être exposé à systématiquement des trucs négatifs. Parce que le marché va pas bien, parce que l'industrie va pas bien, parce que potentiellement tu te prends des commentaires ultra négatifs sur ton activité, sur ton jeu, machin, etc. par les communautés de joueurs et de joueuses, et boum, forcément ça finit par exploser. J'aimais mon travail, j'aimais ce que je faisais, et ça faisait presque 2 ans que j'avais pas touché un anxiolytique, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé un peu à en reprendre. C'était au final des symptômes très classiques après un licenciement, mais des insomnies, plus d'appétit, voilà, ce genre de choses. Quand je vois que ces postes-là, donc vraiment les gens qui ont les mains dans le cambouis littéralement, se font licencier pendant que d'autres s'en mettent plein les poches, moi ça me rend malade. Et qu'on me fait comprendre que voilà, le fait d'avoir un CDI en France, ça coûte cher, c'est trop problématique. Alors que ces patrons ont l'argent d'embaucher des gens en CDI, d'avoir des structures solides en France. Non, c'est que de la colère, que de l'injustice. Et si les géants peinent à satisfaire leurs actionnaires, du côté des nombreux studios indépendants, l'avenir est encore plus sombre. Le milieu indépendant, il est important dans l'industrie parce qu'en fait, il donne un point de vue. L'indé, c'est là où se créent des tendances, c'est là où s'affirment certains genres ou certaines mécaniques qui ne peuvent pas s'affirmer sur des plus gros projets. C'est une manière de presque prototyper en fait ce qui va être fait dans le reste de l'industrie plus tard, quoi. Il y a beaucoup de mal-être actuellement chez les développeurs et développeuses de jeux vidéo en indépendant des petites équipes, etc., qui se font retirer des financements. Donc tu arrives au milieu de ton jeu et on t'explique qu'il va falloir serrer un petit peu la ceinture, etc. Et désolé, vous faites partie des 2 ou 3 développements de jeux auxquels on va retirer son financement. C'est de l'incertitude complète tout le temps pour les gens dans les studios, qui sont vachement plus au contact très souvent de la situation financière de leur studio. En parlant d'incertitude, en ce moment en France, il y a un sujet incontournable, Ubisoft. L'éditeur breton détient des marques puissantes comme Far Cry, Les Lapins Crétins ou Assassin's Creed. À la fin des années 2010, Ubisoft apparaît comme le fleuron de l'industrie vidéoludique française. Mais ces dernières années, l'éditeur a amorcé une chute qui semble sans fin. Le géant français a en effet vécu une série noire. Bon, déjà, ils ont légèrement forcé sur les NFT, avec leur plateforme Quartz. Une énième innovation gaming massivement rejetée par les joueurs. L'image de l'éditeur s'effrite d'autant plus lorsque s'ouvre une enquête pour harcèlement moral et sexuel sur 3 de ses cadres. Côté jeux vidéo, les échecs s'enchaînent aussi. Le coûteux Avatar Frontiers of Pandora n'a pas rencontré le succès escompté. Le projet X-Defiant ne s'est pas imposé comme un renouveau du genre. Et enfin, Skull and Bones, un jeu qui a mis 10 ans à être développé, passant dans les mains de nombreuses équipes différentes, s'est avéré être un véritable naufrage. On a la fameuse attrition naturelle, comme disait Yves Guillemot, c'est-à-dire qu'effectivement on en souffre et les gens ne sont pas particulièrement en sécurité. Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, parle en effet dans un rapport financier de janvier 2023 d'attrition naturelle. L'attrition naturelle, ça signifie laisser les gens partir d'eux-mêmes, mais ne pas les remplacer. Donc, pas de licenciement à proprement parler. Ouais. Dans la même phrase, on peut aussi lire juste avant que pour économiser 200 millions d'euros de coûts, l'entreprise compte procéder à des restructuration ciblée ainsi qu'à la cession de certains actifs non essentiels. Et oui, vous avez bien deviné, des licenciements. En Corée, aux États-Unis ou encore au Canada.
comme nous le raconte un ancien employé de Ubisoft Toronto. On reçoit une invitation à une réunion moins d'1 heure avant qu'elle commence. Je vois plusieurs participants de cette réunion dire au revoir et leurs comptes sont désactivés. Le directeur du studio commence la 2e réunion et nous dit « Alors que Ubisoft Toronto commence sa croissance, nous recrutons actuellement de nouveaux employés afin de combler les lacunes de compétences du studio. Cela étant dit, vous n'avez dès à présent plus de postes chez Ubisoft Toronto. » Pendant quelques minutes, on nous a expliqué quand est-ce qu'on allait recevoir des mails concernant le processus et que nous allions bénéficier d'indemnités de licenciement généreuses, et ça s'est arrêté là. Aucune question n'a pu être posée, aucun autre commentaire n'a été fait. La réunion s'est simplement terminée et nos comptes ont été désactivés presque immédiatement. Personne n'était au courant que cela arriverait, pas même les chefs de projet. Ironie du sort, Ubisoft Toronto continue de recruter, avec plusieurs offres d'emploi disponibles sur son site officiel, notamment pour bosser sur un futur projet Far Cry. Les équipes de 200 personnes qui bossent sur les prods Ubi, c'est trop cool pour leur CV, c'est trop cool pour elles, mais à la fin, c'est pas elles qui se baignent dans les piscines d'argent d'Ubisoft, tu vois. En fait, c'est aussi pour ça que je suis parti de chez Ubi il y a 1000 ans, c'est que il y a un moment où j'ai regardé combien je gagnais, et puis j'ai regardé ce qu'on me demandait de faire, et je me suis dit, quitte à pas gagner d'argent, autant faire mes propres conneries, et puis être certain de comprendre pourquoi je gagne pas d'argent, quoi. La descente aux enfers ne s'est pas arrêtée là pour Ubisoft. Suite à la réception décevante de Star Wars Outlaws et au report du prochain Assassin's Creed Shadows, le cours en bourse de l'entreprise a continué de chuter. Quand l'action coûtait 85 € en janvier 2021, elle est tombée fin septembre 2024 autour de 9 € seulement. Par exemple, des studios comme Ubisoft vont énormément espérer mettre tous leurs œufs dans le même panier quasiment, et espérer tellement d'un Star Wars Outlaws et tellement espérer d'un Assassin's Creed Shadows qu'ils peuvent plus se permettre de droit à l'erreur. C'est une formule qui s'est un petit peu essoufflée avec le temps, et j'entends par là la formule monde ouvert, objectif qui clignote de partout, et ça c'est dommage parce que ça leur fait perdre le goût du risque, quoi. Une perte du goût du risque et des échecs qui pourraient faire perdre le contrôle de l'entreprise à ses créateurs. Alors que plusieurs syndicats ont appelé à une grève des employés en octobre pour lutter contre le retour forcé en présentiel et la dégradation des conditions de travail à Ubisoft. Ubisoft, on a le sentiment qu'on cristallise beaucoup des problèmes qu'on rencontre chez les autres. On a les hésitations créatives, des choses où on se dit, c'est ça qui marche, donc c'est ça qu'on va continuer de faire, au détriment de l'innovation, au détriment de l'expérimentation, et donc de ne pas pouvoir faire de la qualité. Et évidemment, on est dans la tourmente des licenciements, puisqu'on est le plus gros employeur du jeu vidéo individuel. On a 19 000 employés à peu près au dernier comptage. Au studio de Paris, par exemple, on a eu tout le pôle relations sociales qui, du jour au lendemain, est mis à pied. Alors que, de notre côté, on est en conflit social, qu'on a des négociations à mener. Un des problèmes fondamentaux de l'industrie du jeu vidéo, c'est qu'on perd des gens tout le temps. On perd des gens parce qu'on les paye pas assez, on perd des gens parce qu'on les use, parce qu'on les met en burn-out. Là-dedans, il y en a un certain nombre qui se disent c'est la dernière, j'arrête. En fait, quand on voit 20 000 licenciements en 2 ans, on se dit en fait cette industrie, elle veut pas de moi. C'est une industrie qui est extrêmement riche, qui continue de faire des profits monstrueux. Il n'y a aucune raison qu'on perde autant de gens si régulièrement. « 31 700, c'est le nombre estimé de licenciements dans l'industrie du jeu vidéo depuis 2022. Ces 3 dernières années, un employé du jeu vidéo sur 10 a perdu son emploi dans le monde. Devant une telle hécatombe, même les gardiens du temple ont fini par admettre qu'il y avait peut-être un problème. L'occasion de retrouver ce cher Jeff Keighley. Et oui, il s'est exprimé publiquement sur le sujet, en ouverture de la conférence Summer Game Fest 2024, en essayant tout de même de voir le verre à moitié plat. But let's also face it, this has been a tumultuous and difficult year with company layoffs and studio closures, which have disappointed all of us. But there's also something else happening. Our industry is evolving and changing. And thanks to digital distribution, smaller teams and new creators are finding incredible success. It's a reminder to big companies that they have to treat their developers right, because today there are many paths to sustainability and success, and that's what makes this industry so great. Bien traiter ses employés, ou peut-être tout simplement s'en passer. En quête de toujours plus de profit, les exécutifs cherchent de nouvelles solutions et ont peut-être trouvé le Graal avec l'intelligence artificielle générative pour créer des jeux plus rapidement. Écoutons par exemple Andrew Wilson, PDG d'Electronic Arts, en parler lors d'une conférence en mars dernier.
we're in the era of generative AI, which is the most exciting yet, by a fairly wide margin and something that we're embracing deeply. We think about it on three core vectors. Efficiency, expansion, and transformation. About 60% of all of our development processes have high feasibility to be positively impacted by generative AI. 60% du processus de développement impacté par l'IA. Et celui qui nous le dit, c'est le patron de l'un des plus gros distributeurs de jeux au monde, derrière des licences comme FIFA, les Sims ou encore Apex Legends. And while we don't have the math on it yet, I would tell you, in the back of my mind, my orientation is how can we use generative AI to make us 30% more efficient as a company? How in 3 years from today could we be 30% more efficient? Cette déclaration du PDG a été faite littéralement une semaine après le licenciement de 600 personnes d'Electronic Arts, 5% de la masse salariale. Une situation qui n'empêche pas notre cher Andrew de toucher 25 millions de dollars personnellement sur cette même année fiscale. Sur le papier, l'IA pourrait être un formidable outil permettant d'accélérer certains processus de codage ou de programmation, qui peuvent être parfois répétitifs et fastidieux. Vraiment, c'est juste pour de l'aide. Ouais, jusqu'à ce que ça soit prêt pour que ça soit autre chose que de l'aide, quoi. Donc allez-y les gars, générez vos jeux. En tant que game developer, en fait, on se dit, mais dans quel monde vivent ces gens qui ont probablement pas touché à de la production de jeux vidéo depuis des années? C'est-à-dire que quand on fait de la production d'assets pour du jeu vidéo, notamment en tant qu'artiste, on répond à des contraintes précises. Que ça soit des contraintes de taille, de résolution, de style de couleur, on a besoin d'itérer en fait et de faire plusieurs versions de la même chose. L'IA, elle permet pas de faire ça. Il y a aucune consistance dans l'IA. Voilà, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. À moitié vide, c'est la destruction d'emplois possibles sur les devs juniors, notamment. Le verre à moitié plein, c'est la capacité à dire à des IA assez perfectionnées, notamment sur ce qu'on appelle l'IA environnementale, de dire dans cette scène de jeu où d'habitude j'ai des millions de passants qui interagissent avec mon personnage principal, donne-moi des milliers et des milliers de comportements différents pour que la foule donne une impression vraiment hyper qualitative. Donc il y a un potentiel de création énorme et il y a des menaces sur l'emploi, c'est vrai aussi. Donc il va y avoir de la destruction et de la recréation sur des postes nouveaux. Et l'IA générative fait globalement peur aux développeurs. Comme le montre un sondage auprès de la Game Development Conference qui regroupe plus de 3000 professionnels du métier. 84% d'entre eux sont inquiets sur la question, soulevant par exemple la problématique de diminution des effectifs en remplaçant les gens par des IA. Un phénomène qui, à vrai dire, a déjà commencé pour certains cœurs de métier. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans l'industrie. J'ai grimpé les échelons, puis j'ai rejoint un géant chinois du jeu mobile. Sur le papier, moi j'ai fini mon contrat, voilà. J'ai fini mon contrat, j'ai eu mon entretien et on me dit à la fin de la semaine, c'est fini. Je leur ai demandé qui va s'occuper de tout ce qui est réseaux sociaux français après mon départ, parce que forcément, il n'y a personne. Ils m'ont dit, c'est ta collègue taïwanaise et tout. Je fais, ouais, mais elle parle pas français. Ouais, c'est pas grave, elle a ChatGPT. Voilà, c'est ce qu'on m'a répondu. J'ai regardé depuis, il y avait des soucis de terminologie. ChatGPT, c'est pas réutiliser les termes du jeu exact, parce que en fait, il va juste traduire une trad approximative de la chose, quoi. Et donc ça se voyait. En fait, ils vont essayer de faire des coupes budgétaires énormes en utilisant des IA au maximum. On a par exemple des anciens de DICE qui ont fait un petit jeu de shoot il y a pas si longtemps qui s'appelle The Finals, qui utilise déjà par exemple l'IA pour tout ce qui est doublage. Voilà, ce genre de procédé, on va le voir notamment beaucoup plus souvent sur des boîtes un peu moins grosses, je pense, et même après des grosses, parce qu'ils vont pas se gêner, hein. Si tout le monde commence à le faire, ils vont suivre. Dès qu'ils vont pouvoir économiser de l'argent, voilà, ils vont pas hésiter, quoi. Et justement, Electronic Arts semble bien pressée. L'entreprise a présenté en septembre dernier à ses investisseurs un outil alimenté par l'intelligence artificielle pour créer son jeu juste en tapant dans une barre de recherche ce qu'on veut voir dedans. All right. Who are we gonna play as? Make 2 characters with weapons. Oui, c'est comme un Midjourney ou un ChatGPT, mais pour développer des jeux vidéo. Est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que c'est le futur du jeu vidéo? Est-ce que c'est ce qu'on a vraiment envie d'avoir? Des jeux qui sont générés par des systèmes qui ont mangé suffisamment de jeux pour espérer pouvoir en refaire d'autres? Est-ce qu'on pense avoir un peu un truc original un jour avec un système comme ça?
Ou est-ce qu'on faudrait peut-être continuer à faire un peu confiance à l'humain, quitte à ce que ça coûte un peu plus cher? Nous, au CEL, on suit de très très près l'IA. Le combat premier du CEL, c'est la propriété intellectuelle. Parce qu'en fait, un jeu qui serait 100% fabriqué par de l'IA, aujourd'hui, on s'interroge sur comment le droit d'auteur serait protégé de tel et tel éditeur. Donc nous, on revendique, par exemple, pour être super concret, qu'un jeu, il faut qu'il y ait des marqueurs qui permettent de suivre comment il a été fabriqué, quelle dose d'IA il y a. Voilà. Bon, et si on soufflait un peu? Ce serait malhonnête de ne pas citer les quelques bons élèves qui subsistent. Des sociétés qui gardent leurs employés et ont refusé d'utiliser l'intelligence artificielle générative. La plus connue s'avère être Nintendo. Mais en l'occurrence, dans les équipes de développement qui font les Mario, qui font les Zelda, etc., on sait que tu peux envisager une carrière. On sait que tu peux tirer de la force des enseignements de tes aînés, de gens qui sont devenus des sommités dans leur génération de créateurs de jeux vidéo, et qu'ensuite tu auras potentiellement une chance. Et c'est une espèce de, une culture assez saine, en tout cas qui correspond à la manière, au jeu qu'ils ont envie de faire. C'est intéressant de se poser cette question, et c'est aussi intéressant de se poser la question de ce qu'ont pu faire Nintendo dans des situations de crise où en fait simplement les high executives touchaient moins de salaire et volontairement essayaient d'éponger les pertes en touchant moins d'argent. Parce qu'en fait, en soi, c'est eux les responsables. Et il y a aussi les Belges de Larian Studios. Ceux-là même qui ont gagné le titre du meilleur jeu de l'année 2023 avec Baldur's Gate 3. Ils sont connus pour leur méthode de travail responsable, qui gardent leurs effectifs au fur et à mesure, développent sur le long terme avec des accès anticipés pour bien prendre en compte les meilleurs retours des joueurs, et paient les heures supplémentaires en cas de période de crunch ou surtravail, ce qui n'est pas toujours acquis dans l'industrie. Et ça paye. Baldur's Gate 3 a non seulement raflé des prix dans tous les sens, mais c'est surtout un énorme succès commercial, avec plus de 15 millions de copies vendues dans le monde. L'une de leurs marques de fabrique, ça a été justement de se dire Baldur's Gate 3, on n'aurait pas pu le faire il y a 15 ans, parce qu'il y a 15 ans, on n'était pas qui on est en tant qu'équipe. Tout ce qu'on a accumulé nous a amené à un moment assez clé où les financements étaient là, où la licence était là, où les joueurs étaient là, etc., nous amène à ce moment clé. Mais en l'occurrence, pour ça, il a fallu prendre des gadins ensemble, et des gadins, Larian en ont pris un sacré nombre tout de même, avant de créer les Divinity Original Sin, qui sont deux jeux qui se sont mieux vendus que les autres. Et c'est également intéressant parce que Larian n'est pas une société cotée en bourse. Et c'est aussi ce qui lui permet d'avoir sa propre stratégie. Alors évidemment, il y a des comptes à rendre parce que ça n'appartient pas aux cofondateurs uniquement, Larian, bien sûr, mais ça n'a pas effectivement à rendre les mêmes comptes durant le bilan trimestriel, durant le semestriel, etc., etc. Le créateur du studio Sven Binke n'a jamais eu la langue dans sa poche sur l'état de l'industrie et les pratiques qui y règnent. Même lorsqu'il gagne une récompense à une cérémonie prestigieuse, il ne manque pas de s'étendre sur le sujet. About stopping the greed, which has been fucking this thing up for so long, ever since I started, ever since I've been fighting with publishers my entire life, so it's like, and I keep on seeing, I keep on seeing the same mistakes over and over and over, and it's always the quarterly profits. The only thing that matters is the numbers, and then you fire everybody, and then like next year you're going to see, shit, I'm out of developers, and you're going to start hiring people again, and then you do acquisitions, and then you put them in the same loop again, and it's just been broken and broken and broken. You don't have to. You just can make reserves, slow down a little bit, slow down on the greed, be resilient, take care of the people, don't lose the institutional knowledge that's been built up in all of those people that you lose every single time, so that you have to go through the same cycle over and over and over. Le même cycle, encore et encore et encore. Mais à force de malmener l'industrie, et surtout ceux qui la font, quels en sont les dommages irréversibles ? Une chose que le jeu vidéo a perdu pour de bon, en fait, c'est tous les seniors qui se sont fait licencier. Il faut pas penser que les talents, ils sont toute leur vie dans un studio ou dans un publisher de jeux vidéo. Il peut y avoir des allers-retours. On est très lié à l'offre, on est lié à des cycles, c'est vrai. Là, conjoncturellement, on perd peut-être quelques talents pour quelques mois, quelques années, mais qui ne manqueront pas de revenir à chaque fois que, voilà. Ils vont pas retourner dans l'industrie. Pour la majorité, ils vont devoir quitter l'industrie, se reconvertir, aller élever des chefs dans la montagne ou que sais-je en fait. L'offre
est limité, la demande est massive. Donc tu sais que si jamais tu dois rechercher un travail, tu vas être en compétition avec des gens qui sont aussi talentueux que toi, voire plus. Tu commences à être un peu âgé, tu commences à avoir 40 piges, tu as des enfants, tu as des responsabilités, tu vas pas recommencer, quoi. Moi, imaginons, je suis dev, j'écris 40 000 lignes de code pour un prochain jeu, je pars, j'ai jamais documenté mon code, il y a que moi qui le comprends en fait. Et ça veut dire que tout ce savoir-là, on est essentiellement en train de saper toute une génération de personnes qui détenaient le savoir, qui avaient une visibilité sur les productions, qui étaient capables de former les jeunes, et on est en train de tout recommencer depuis zéro. Et tu vois, c'est pour ça que par exemple, dans une licence, parfois, on passe d'un jeu à un jeu suivant, et on se dit, mais pourquoi cette fonctionnalité qui était présente dans le jeu précédent, elle est plus dans la nouvelle version, dans la nouvelle bouture du jeu? Et ben, l'une des explications, c'est que, en fait, à un moment, on a perdu cette compétence, on ne savait plus faire. Et ben voilà, on perd ça. Il y a plein de jeux par exemple qui devaient avoir une composante multijoueur à leur sortie qui ne vont plus l'avoir, des jeux qui devaient être particulièrement longs qui ne vont plus l'être. Attendez-vous à ce que tous les jeux, toutes les licences, tous les studios qu'on connaisse et qui ont une identité, et ben en fait cette identité elle passe au lavage, quoi, qu'elle soit complètement déteinte. Bon, récapitulons. Sauvegardons la partie. Wake the fuck up, samurai. On a une industrie culturelle et tech qui vaut plusieurs milliards de dollars. Des investisseurs, parfois déconnectés, qui n'ont pas compris qu'un jeu vidéo, ça prend du temps à se faire. Des joueurs et joueuses, certes nombreux, mais qui se concentrent sur quelques titres, tandis que les grands éditeurs tentent de ressusciter ces mêmes coups d'éclat, mais sans les créateurs qui en sont à l'origine. Car ces derniers sont peut-être partis, dégoûtés d'une industrie du jeu vidéo qui ne fait rien pour les garder. On a une industrie culturelle dans laquelle il reste encore des gens passionnés, mais qu'on cherche à remplacer. Des créateurs passionnants qui savent encore nous émouvoir, mais pour qui peu de gens s'émeuvent. Alors on a demandé à ses employés, ses petits patrons, ses plus gros patrons, ses experts et bien sûr ses ex-employés, c'est quoi la suite pour le jeu vidéo ? J'adorerais dire on est en train de voir la lumière au bout du tunnel, mais j'ai l'impression qu'on nous le disait déjà en 2023. Évidemment, on n'est pas sorti complètement de ce contexte économique particulièrement compliqué. Néanmoins, il y a quand même un volontarisme des studios. Il y a des discussions avec les éditeurs qui se sont bien amorcées de nouveau. Enfin, voilà, l'avenir semble s'éclaircir un petit peu. Vous savez, au début des années 2000, je ne veux pas faire le dinosaure, mais l'industrie du jeu vidéo, notamment en France, elle était donnée pour morte. En fait, il faut se souvenir, elle était donnée pour morte. Le côté cyclique, je comprends qu'on puisse penser que ça va être forcément là, c'est un creux et que du coup ça va repartir parce que ça a toujours été comme ça. Sauf qu'on n'a jamais eu un creux comme ça. Jamais. Et on n'a jamais été dans un contexte où des machines pouvaient générer la moitié du contenu de ton projet en termes d'assets. Et c'est ce contexte inédit, à mon avis, qui va nous faire du mal. Moi, je pense qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Les seniors qu'on a perdus, on les a perdus à jamais. Et on peut imaginer que très très loin au bout du tunnel, le jeu vidéo se porte mieux. Mais mine de rien, c'est des acquis en fait qu'on a dû se battre pour avoir et qu'aujourd'hui on n'a plus, quoi. Le jeu vidéo, c'est un objet culturel, c'est une forme d'art. L'art n'a pas besoin du capitalisme pour vivre. Il n'a pas besoin d'un chiffre d'affaires. Il faut se souvenir que par exemple, le box-office du cinéma l'année dernière a été dominé par le film Mario Bros. Franchement, je sais pas trop ce que l'industrie va apprendre d'une crise dont la plupart des caractéristiques sont manufacturées en fait. C'est une vision très capitalistique, j'en ai conscience que j'offre. Mais en fait, la réalité, à la fois, les deux feux qu'on regarde, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des jeux de fous qui sortent ? Oui. Est-ce qu'en face, il y a des communautés qui maigrissent ou qui grandissent de fans en face? Non, ça augmente. Donc les sous-jacents de toute industrie, tout le monde rêverait d'avoir ça. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a aussi eu un changement de réception de ce type de message chez les joueurs. Là où avant c'était, pour résumer grossièrement, allez crever, je voulais jouer à mon jeu. Là ça devient un peu plus, ouais les gars, prenez le temps, parce que nous on veut un jeu qui est vraiment polish, qui est vraiment terminé, et c'est pas grave, on attendra le temps qu'il faudra. Et ça je trouve que c'est plutôt un signe positif pour l'avenir. En fait, tu t'aperçois que derrière peut-être un monolithe qui a l'air de se fracturer, il y a une infinité de créativité absolument remarquable et fabuleuse. Il faut des talents, les garder, bien payer les gens. Il faut convaincre que toute la filière s'aligne pour faire grandir les boîtes. On a trop eu comme objectif la diversité des jeux et pas assez la taille des boîtes. Je pense qu'il faut faire grandir des géants. Je me dis, putain, les gens qui me demandent qu'est-ce que je devrais faire pour commencer le jeu vidéo aujourd'hui, ma réponse,
Même, c'est ne commence pas, quoi, fais autre chose. Et ça me fait mal au cœur, en fait. Ça me fait mal au cœur de leur dire, non, fais pas ça, quoi. On accompagne un public à détourner un peu le regard et à se dire « Ah ouais, mais en fait, attends, pousse-toi, jeu de 50 heures, là. Regarde cette petite perle indé qui a l'air incroyable et qui n'a été jouée que par 3 personnes dans le monde. Ça a l'air fantastique. » Et moi, c'est ça que j'ai envie de pousser et que j'ai envie de promouvoir.